soir, comme vous l'avez probablement compris au titre, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur. Après plus de 2 mois d'absence de cette série sur ma chaîne, je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer à nouveau ce format. Mais bon, j'avais du mal à me voir l'inclure entre 2 ouvertures de calendrier en novembre et pendant la période de Noël en décembre. Cette vidéo et celles qui vont suivre dans le cadre de la série de l'horreur sont des vidéos que j'ai écrites pour le mois d'octobre. J'en écris toujours plus que nécessaire au cas où le sujet de l'une d'entre elles ne m'intéresse plus. Mais comme ça arrive très rarement, ça me fait du contenu en plus déjà préparé pour l'année suivante. Voilà. Et ce soir, nous allons parler de Louis-Aimé Augustin le Prince. Il est né le 28 août 1841 à Metz. J'avoue ne pas savoir comment bien prononcer cette ville. À chaque fois on me dit non, c'est comme ça, mais j'oublie, donc excusez-moi. Si vous êtes originaire de cette ville, s'il vous plaît, ne soyez pas trop fâchés vis-à-vis de ma prononciation. En tout cas, Louis-Aimé est le fils d'un militaire, officier de la Légion d'honneur, et le frère de l'architecte Albert le Prince. Il a grandi aux côtés d'un pionnier de la photographie, Louis Daguerre, qui était un ami très proche de son père. Il reçoit d'ailleurs de ce Daguerre des leçons de chimie et il est initié très tôt à la photographie. Il va même poser en tant que modèle pour des apprentis photographes et étudie la peinture à Paris, puis la chimie à l'université de Leipzig. Paris, ne m'en voulez pas trop si j'écorche les noms de villes. En 1868, il part vivre à Leeds, dans le Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre, après avoir été invité à rejoindre un ami d'université. En 1869, il épouse Elizabeth Whiteley, la sœur de cet ami, mais qui est aussi une artiste très talentueuse. En 1871, Louis et sa femme créent une école d'art appliquée, The Leeds Technical School of Art. Ils vont d'ailleurs acquérir une renommée dans l'art de fixer la photographie en couleur, ce qui est un peu pionnier pour l'époque.
il s'est amené à réaliser les portraits de la reine Victoria et du premier ministre Gladstone. Donc, comme on dirait chez moi, il pèse dans le game quoi. Parce que très peu de personnes, et elles sont triées sur le volet, déjà ont le droit de s'approcher de la reine d'Angleterre. Mais en plus de ça, d'être responsable de tirer son portrait, c'est quand même un honneur vraiment très grand. Ces portraits sont enfermés dans une capsule temporelle placée dans les fondations de l'obélisque de Cléopâtre sur le bord de la Tamise. Donc, on a préservé ces portraits comme des œuvres d'art, des témoins du passé. J'ai pas trouvé la date butoir de l'ouverture de cette capsule, pour être honnête avec vous. Peut-être qu'elle a déjà été ouverte et je n'en ai aucune idée, ou peut-être que la reine Victoria a mis, je sais pas, dit pas dans 200 ans, auquel cas ce sera en 2068 que cette capsule sera ouverte et qu'on pourra découvrir les portraits donc, de la reine et du premier ministre. En tout cas, en 1880, Louis le Prince va partir aux États-Unis et emmener toute sa famille avec lui. Malgré tout, avec surtout le cinéma qui développe beaucoup, c'était vraiment un bon pari de sa part d'aller là-bas, de faire connaître son travail en tant que photographe, parce que si vous ne le saviez pas, à aujourd'hui, lorsqu'on tourne un film, il y a un directeur de la photographie. Non pas qu'il prend des photos en fait sur le tournage, mais c'est une personne qui s'y connaît pour bien placer la caméra, par exemple, pour que les angles de l'image soient bons, que le personnage soit vraiment au centre de l'écran, si c'est vraiment ce que veut le réalisateur. C'est un métier qui existe et on pourrait penser que c'est parce qu'il prend des photos sur le lieu du tournage, mais non, c'est grâce à lui que on a vraiment des films, c'est de l'art quand on les regarde, le moindre détail est pensé, la position du personnage a un sens, des fois elle traduit tout simplement une émotion sans que le personnage ait besoin comment dire, de la dire en fait, tout simplement. Enfin, voilà. Donc c'était un bon pari de sa part de faire valoir son expertise dans la photographie aux États-Unis pour s'immiscer finalement dans le monde du cinéma. Il va devenir là-bas manager d'un groupe d'artistes français. Durant cette période, il va continuer ses expériences avec la photographie mobile, ce que nous on appellerait aujourd'hui la vidéo. Il fabrique en 1886 un appareil photographique de 16 objectifs dont il dépose le brevet. Cet appareil reprend la technique du français Étienne Jules Marais et de l'anglais Edward Muybridge, celle de la chronographie, visant à décomposer et à étudier en fait les mouvements des êtres humains et des animaux. Aujourd'hui ça nous paraît mais pour l'époque, encore une fois, c'était assez révolutionnaire. Après son retour à Leeds en 86, il va construire et breveter le 11 janvier 1888 un appareil de prise de vue animé équipé d'un seul objectif. Donc en 86, il y en avait 16 et en 2 ans de temps, à la louche, on passe à un objectif. C'est extraordinaire vraiment. Il fait des essais concluants d'ailleurs avec cet appareil et finit par tourner 2 ou 3 secondes de
finalement de passer de la photographie à un appareil avec 16 objectifs, puis 2 ans après un objectif mais qui arrive à capter une vidéo finalement, même si ça s'appelle un photogramme d'une personne qui marche. C'est révolutionnaire. Malheureusement, comme Edison et Dixon, il ne parvient pas à projeter ce photogramme dû à une bande trop fragile. Ce court-métrage muet de 2 secondes est connu sous le nom d'une scène de jardin de Round Hay. En 1930, il est considéré comme le premier essai de film. Je vous l'ai dit, il pèse dans le game ce gars. En septembre 1890, Louis le Prince se prépare à retourner au Royaume-Uni pour breveter un appareil de projection parce que, bien évidemment, c'était assez frustrant pour lui d'avoir capturé 2 secondes de suite d'une personne en marche mais de ne pas pouvoir le projeter. Donc il a dit attends, je vais créer quelque chose qui va me permettre d'utiliser ce que j'ai fait quand même. C'est frustrant, ce qui peut être compréhensible. Donc il se prépare à aller au Royaume-Uni pour faire breveter cet appareil de projection. Et ensuite, après ça, il prévoit de partir aux États-Unis pour en faire la promotion. Avant son voyage, il décide de retourner chez lui, voir ses amis et sa famille, puis quitte Bourges le 13 septembre pour rencontrer son frère à Dijon. Il sait probablement qu'il va être absent très longtemps et que il va vouloir faire évoluer cette entreprise, donc il va d'avoir la tête dans le business. Il n'aura peut-être pas le temps de faire des allers-retours en France pour faire coucou à la famille, donc c'est une tournée familiale, histoire de dire on se reverra quand on se reverra quoi. Donc le 16 septembre, il monte à bord d'un train pour Paris, comme le suggère le courrier de ses nièces à sa fille. Donc les cousines discutent entre elles et elles se tiennent informées. À l'arrivée de ce train à Dijon, on découvre qu'il n'y a pas nulle part à bord Louis le Prince. Il n'est pas dans le train. On ne trouve ni corps, ni bagages dans les voitures, ni le long des voies, parce qu'on s'est dit, bon, ça se trouve, il a mis ses bagages dans son compartiment, il a oublié un truc, ou je sais pas, il a vu quelqu'un passer, il a voulu lui dire bonjour, et le train est parti sans lui. Première option. Deuxième option, c'est que peut-être il a fait un arrêt cardiaque dans le train, mais il n'y a pas de corps. Et au bout d'un moment, on s'est dit peut-être qu'il est tombé du train ou qu'il a volontairement sauté du train en disant mince, c'était pas le bon train par exemple. Mais encore là, rien. Il s'est volatilisé. Aucune attitude étrange ou agressive n'est signalée parmi les voyageurs. La police française, Scotland Yard, donc la police du Royaume-Uni, et la famille entreprennent donc des recherches exhaustives qui n'aboutissent pas. La réalité et l'ampleur de cette enquête ont depuis été remis en question. Plusieurs historiens à l'âge moderne, on va dire, ont eux-mêmes mené leur enquête parce que c'était quand même un pionnier finalement dans son domaine, et aujourd'hui il y a beaucoup de ces inventions qui ont été reprises, améliorées, qui donnent aujourd'hui l'appareil photo avec lequel je vous filme cette vidéo, les caméras à l'arrière de nos téléphones. Donc on veut rendre justice à cet homme et on veut savoir ce qui lui est arrivé. Mais en faisant leurs recherches, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le moindre dossier dans les archives de la police nationale concernant l'affaire Louis le Prince. De plus, ce qui les a un peu fait douter, c'est que Albert le Prince, donc le frère de Louis, n'a pas fait
police daté de 1900, conservé à Memphis par la branche américaine des descendants de Louis-Aimé Augustin, le prince, fait état de l'échec des recherches. Et c'est là où la question va se poser et que les théories du complot vont exploser. La première étant, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un parfait? J'espère que vous avez compris le mot, je peux pas le dire sur YouTube, mais d'un auto-décès parfait. En 1928, le petit-fils d'Albert, donc le frère de Louis le Prince, indique à l'historien Georges Bautonnier que Louis le Prince voulait sauter la vie, étant au bord de la faillite. Cette action-là aurait été arrangée afin que son corps et ses bagages ne soient jamais retrouvés. Cependant, Bautonnier, l'historien qui a écouté les dires du petit-fils d'Albert, note que les affaires de Louis le Prince étaient stables. Financièrement, c'est un homme qui était stable. Il était fier de son invention et il était déterminé à faire évoluer son entreprise pour révolutionner un peu le monde de la photographie et du photogramme / la vidéo. Donc il n'avait absolument aucune raison de mettre fin à ses jours. Ce n'est pourtant pas l'avis de tous les historiens. Christopher Rowlands notamment affirme que le prince était alors à court de ressources et criblé de dettes, et qu'étant incapable d'avouer ça à sa famille, surtout son incapacité à mettre au point un appareil de projection fiable pour l'exposition new-yorkaise, il aurait pu avoir intérêt à organiser et mettre en scène sa disparition. Une autre théorie, c'est est-ce que ce ne serait pas la famille qui a organisé sa disparition? En 1966, dans son Histoire comparée du cinéma, qui est un livre, Jacques Deslandes affirme que Louis le Prince disparaît volontairement pour des raisons financières et convenances familiales. Le journaliste Léo Sauvage précise cette théorie ayant vu une note prise en 1974 par Pierre Gras, directeur de la bibliothèque municipale de Dijon. Et dans cette note, il affirme que le prince était mort à Chicago en 1898 et qu'en fait tout ça ne s'agissait qu'une disparition volontaire exigée par la famille due à une homosexualité refoulée. Bon, ça m'étonne même pas que ça ait été mis sur la table vu l'époque. Voilà quoi. Sauvage souligne l'invraisemblance de cette affirmation et il n'existe aucune preuve dans les documents familiaux faisant penser que le prince était homosexuel. D'autre part, les recherches visant à retrouver un Louis-Aimé Augustin le prince dans les cimetières de Chicago n'ont pas abouti. Alors vous me direz, ils ont peut-être changé son nom sur la pierre tombale. Mais en fait, sauf erreur de ma part, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Parce qu'il y a des documents officiels qui sont remplis lorsqu'une personne décède. Et la personne qui se charge, on va dire, de la sépulture, doit marquer le bon nom, quoi. Forcément. Est-ce qu'on lui a graissé la patte? C'est une des théories du complot. Une autre théorie serait qu'il s'agit d'un fratricide pour des questions d'argent. On rappelle que Louis devait rencontrer son frère Albert à Dijon avant de partir donc au Royaume-Uni, déposer le brevet, et aux États-Unis pour promouvoir son invention. En 1976, Jean Mitry propose dans Histoire du cinéma la théorie selon laquelle Louis le Prince aurait été assassiné. Mitry note que si Louis le Prince avait réellement voulu disparaître, il aurait aisément pu le faire avant ce voyage en train. Il trouve aussi peu
Sauvage reprend cette hypothèse suggérant qu'Albert aurait voulu, par ce meurtre en fait, empêcher son frère de dilapider l'héritage de leur mère. Il semble en effet que la visite du 14 septembre à Dijon avait pour objet le règlement des problèmes liés à l'héritage maternel laissé en suspens depuis 1887. Une autre théorie qui est un petit peu plus folle et qui met en lumière d'autres personnes vraiment très importantes, ce serait un meurtre dû à la guerre des brevets. Christopher Rolans étudie parmi d'autres théories celle de l'assassinat pour rivalité, on va dire, professionnelle. Il commente le soupçon de la famille Le Prince concernant Edison à propos des brevets dans son documentaire La bobine manquante. À l'époque, la disparition de Louis Le Prince tombe au moment où il s'apprête à breveter son projecteur en 1889 au Royaume-Uni, a quitté l'Europe pour la présentation officielle de l'appareil prévue à New York. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. L'exposition new-yorkaise, c'est vraiment, les expositions en général, c'est vraiment le moment où on met en valeur les nouvelles technologies, les nouvelles créations. Probablement on attire des personnes qui vont financer les travaux, donc ça peut être un bond phénoménal pour une entreprise et pour la réputation d'un inventeur. La veuve donc de Louis Le Prince suspecte un acte criminel bien qu'aucune preuve n'ait jamais été retrouvée. De plus, à cette époque, Edison ne s'intéresse plus aux recherches des autres. Les siennes avaient largement abouti après la mise en vente de Eastman, son support souple, et la mise au point par Edison et Dixon du film 35 mm dont il dépose les brevets internationaux en 1891. D'autre part, dans un crime organisé ou non, le mobile est un des trois éléments fondamentaux: armes, corps et mobile. Edison n'aurait absolument rien gagné en rayant de la carte de Louis le Prince, qui n'avait apparemment ni les moyens financiers ni les moyens industriels de faire de l'ombre à cet inventeur. On rappelle qu'il a mis au point un appareil, mais qui se rendait à New York pour trouver des investisseurs et le faire connaître. Il n'avait pas les ressources pour lancer la création de cet appareil en plus ou moins grosse quantité et la vendre. Donc il avait besoin de fonds pour voir son invention commercialisée. On parle pas non plus d'une faillite, mais c'est la réalité. C'est pour ça que les investisseurs existent. En 1898, le fils aîné de Louis le Prince, Adolphe, qui a assisté son père lors d'un grand nombre de ses expériences, est appelé comme témoin par la Mutoscope Company, qui avait commis une contrefaçon du kinétoscope, appareil inventé et commercialisé par Edison. La Mutoscope, via l'invention de Le Prince, prétend prouver qu'Edison n'est pas l'inventeur de sa caméra et le kinétographe. À ce moment-là, les enfants de Louis le Prince voient une occasion de faire reconnaître les travaux du disparu / défunt, mais l'affaire s'est retournée finalement contre la société américaine reconnue coupable de contrefaçon. Donc ils ont dû payer, voilà, tout simplement, et tous leurs espoirs ont été abandonnés. Une autre hypothèse folle, ce serait que Louis le Prince soit un voleur de musée. Alors j'ai adoré cette théorie du complot, même si bon, en fait je sais pas quoi croire dans cette histoire. Mais une hypothèse abordée par Patrick Rebaud en 2018, donc c'est très récent, est que Louis le Prince pourrait être ce
bourgeois ruiné qui attendait de voler les, des tableaux, des œuvres d'art du musée des arts et des métiers de Paris. C'est une affaire qui a fait pas mal de bruit à l'époque. Le voleur avait refusé de décliner son identité pour ne pas porter atteinte à sa famille. La seule chose qu'il avait dit, c'est que il était bourgeois, qu'il avait besoin d'argent et que dans son cercle, il savait à qui il pourrait revendre ses œuvres d'art. Mais son identité n'a jamais été dévoilée. Il se trouve que le prince était en relation avec des personnes dans le monde de l'art et qu'il aurait su, s'il les avait volés, il aurait su à qui les vendre. Petite théorie comme ça. Et la dernière, c'est celle un peu bateau, c'est que potentiellement en fait Louis le Prince se serait trompé de train à la gare, mais que le train qu'il a pris ait eu un accident et que ça lui aurait coûté la vie, mais qu'il n'aurait pas été reconnaissable au vu des dégâts de l'accident, parce qu'il s'avère que ce même jour, donc le jour où il devait prendre le train, un train en direction de Falorbe a percuté très violemment en gare d'Angelot un autre convoi, provoquant la mort de 2 à 4 passagers. Donc cela amène en fait l'hypothèse de dire ok, on n'a pas retrouvé ses valises dans le compartiment. On a fait tout le long des voies, on n'a absolument rien retrouvé, même pas un bouton de manchette avec ses initiales dessus. On n'a donc pas trouvé de corps et personne ne sait où il est. Et si en fait il faisait partie de ces passagers du train qui avait péri, et si tout simplement il s'était trompé de train et que c'était juste une erreur qui était fatale pour lui, il se serait peut-être inconsciemment conduit à sa propre mort. Qui sait? Donc vous voyez, en termes de théorie du complot, on en a pas mal. Mais quoi qu'il en soit, Louis-Aimé Augustin, le prince, a été officiellement déclaré mort en 1897. En 2003, une photographie d'un noyer ressemblant à Louis le Prince est découverte dans les archives de la police de Paris. Mais ça n'a pas été concluant. Voilà, c'est une photographie qui doit dater donc à peu près de la période où il a disparu ou quelques années plus tard, donc avant 1900, qui était retrouvée en 2003, donc potentiellement 103 ans plus tard. Je pense pas qu'elle était en très bon état et je pense que malheureusement c'est difficile de reconnaître quelqu'un dessus quoi. Mais aujourd'hui voilà, le mystère demeure et on peut dire, je pense, qu'il ne sera probablement jamais élucidé. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites de cette vidéo? Moi j'ai trouvé le sujet vraiment très intéressant et j'ai hésité vraiment beaucoup à l'inclure dans mes vidéos d'octobre parce que je voulais vraiment vous en parler, mais je me suis dit bon, au pire ce sera une vidéo pour janvier, c'est pas grave, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'on parle quand même d'un pionnier finalement dans son domaine, dans son métier, qu'on mettait plus ou moins au même niveau qu'Edison en fait. Donc Edison, voilà, on les présente plus, Edison, Dixon, et qui a juste disparu, et toutes ces théories du complot, est-ce qu'il aurait organisé sa propre disparition parce qu'il était ruiné? Est-ce qu'il se serait suicidé? Est-ce que ce serait sa famille qui l'aurait forcé à disparaître pour une homosexualité refoulée? Est-ce que son frère se serait débarrassé de lui parce qu'il avait peur qu'il dilapide tout l'argent de l'héritage dans ses inventions? Est-ce que c'est justement un conflit professionnel, une rivalité, et il fallait le faire disparaître parce qu'il allait faire de l'ombre à des personnes de renom? Voilà, dites-moi quelle théorie vous plaît le plus. En tout cas, on n'a jamais retrouvé aucune preuve, donc toutes pourraient être vraies.
il avait contracté une dette vis-à-vis de personnes pas très fréquentables et il est parti s'exiler dans un autre pays. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.